Avant la colonisation, les sociétés africaines n'étaient pas des sociétés sans conflit. Bien au contraire, comme partout dans le monde, il y avait des tensions, des rivalités, des disputes territoriales, des conflits familiaux, des conflits politiques et parfois même des guerres. Mais la grande différence, c'est la manière dont ces conflits étaient gérés. Contrairement à l'image souvent véhiculée, les sociétés africaines précoloniales avaient des systèmes très structurés de gestion des conflits, fondés sur la communauté, la parole, la réparation et l'équilibre social. Et pour comprendre cela, il faut d'abord oublier une idée coloniale très répandue, celle qui présente l'Afrique précoloniale comme un espace de chaos. En réalité, beaucoup de sociétés africaines privilégiaient la paix sociale car la survie du groupe dépendait directement de l'harmonie collective. Dans de nombreuses communautés, le conflit n'était pas vu comme un simple affrontement entre deux individus. Il était perçu comme une rupture de l'équilibre entre les membres du groupe et parfois même entre les vivants et les ancêtres. Quand deux personnes entraient en conflit, ce n'était jamais seulement une affaire privée, c'était une affaire communautaire. Dans plusieurs sociétés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les conflits familiaux ou sociaux étaient d'abord portés devant les anciens du village. Les anciens n'étaient pas choisis au hasard. Ils représentaient la sagesse, l'expérience et la mémoire collective du peuple. Ils formaient souvent un conseil qui écoutait les deux parties sans interruption. La parole était sacrée. On ne cherchait pas à humilier mais à comprendre. On ne cherchait pas forcément un coupable mais une solution qui restaure l'équilibre social. Dans certaines sociétés, comme chez les Akans ou les Yoruba, la médiation occupait une place centrale. Le but n'était pas la punition immédiate mais la réconciliation durable. Car un conflit éclatait, on convoquait une assemblée publique. Chacun pouvait témoigner, chacun pouvait parler. Et cette transparence renforçait la légitimité de la décision. La justice n'était pas seulement une affaire juridique, elle était morale, spirituelle et sociale. Par exemple, dans plusieurs sociétés bantoues, l'idée de justice était liée à la notion d'harmonie communautaire. Si une personne causait un tort, la priorité était de réparer ce tort plutôt que de l'exclure définitivement. Cela pouvait prendre la forme de compensation, de dons, de travaux pour la communauté ou de rituels de réconciliation. Et ces rituels étaient très importants, car dans la vision africaine traditionnelle, un conflit non résolu pouvait provoquer des déséquilibres spirituels, attirer le malheur ou la colère des ancêtres. C'est pourquoi certaines médiations se terminaient par des libations, des sacrifices symboliques ou des cérémonies de pardon. Dans les royaumes plus centralisés, comme ceux d'Afrique de l'Ouest, la gestion des conflits était encore plus organisée. Les rois, les chefs et les conseils royaux jouaient un rôle de juge suprême. Mais même là, la logique restait différente du modèle colonial punitif. Prenons l'exemple de l'Empire du Mali. Sous des souverains comme Soundiata Keïta, les lois coutumières et la parole donnée avaient une importance capitale. La fameuse charte du Manding, souvent présentée comme l'une des premières chartes de droits humains, insistait sur la cohésion sociale et le respect mutuel. Dans ce système, un conflit entre clans pouvait être résolu par la négociation, les alliances matrimoniales ou des accords commerciaux. La guerre n'était pas toujours la première option, elle était souvent le dernier recours. Dans plusieurs régions d'Afrique, il existait même des mécanismes de prévention des conflits, des alliances entre familles, des pactes sacrés ou encore des systèmes de cousinage à plaisanterie permettaient de désamorcer les tensions. Le cousinage à plaisanterie, par exemple, est un mécanisme social fascinant. Entre certains groupes ethniques, il était permis de se moquer, de taquiner, voire de critiquer ouvertement l'autre groupe sans que cela ne dégénère en conflit. C'était comme une soupape sociale. Ainsi, l'humour devenait un outil de paix. Dans les sociétés pastorales, comme chez certains peuples du Sahel, les conflits liés aux ressources, eau, terre, bétail étaient fréquents. Mais là encore, des règles traditionnelles existaient pour éviter l'escalade. Des chefs de clan, des médiateurs ou des chefs spirituels intervenaient pour fixer des compromis. L'objectif était la coexistence, pas l'élimination de l'adversaire. Il faut aussi comprendre que la notion de prison, telle qu'on la connaît aujourd'hui, était presque inexistante dans beaucoup de sociétés africaines précoloniales. Pourquoi? Parce que enfermer un individu, c'était le retirer du tissu social et donc affaiblir la communauté. À la place, on privilégiait des sanctions réparatrices. Par exemple, indemniser la victime, travailler pour la communauté ou accomplir des rites de purification. Dans certains cas graves comme les crimes majeurs, l'exil pouvait être appliqué. Mais même cette sanction avait une dimension sociale et symbolique. Dans les grandes structures politiques comme le royaume du Bénin ou celui d'Ashanti, il existait des tribunaux traditionnels avec des procédures, des témoins et des jugements basés sur les coutumes. La justice reposait sur la loi orale transmise de génération en génération. La parole du chef n'était pas arbitraire, elle était encadrée par la tradition, les conseillers et les règles ancestrales. Un autre élément essentiel dans la gestion des conflits était la spiritualité. Dans plusieurs sociétés africaines, les conflits pouvaient être soumis à des formes de serments, d'oracles ou de consultations spirituelles. Non pas pour punir aveuglément, mais pour chercher la vérité lorsque les témoignages étaient contradictoires. Cela montre que la justice n'était pas seulement matérielle, mais aussi symbolique. Il est aussi important de rappeler que toutes les sociétés africaines n'étaient pas identiques. L'Afrique est un continent immense avec des milliers de cultures, de langues et de
le système politique. Certains royaumes étaient centralisés, d'autres sociétés étaient plus segmentaires, organisées autour de lignages ou de clans. Mais malgré cette diversité, un point commun revient très souvent, la priorité donnée à la cohésion sociale. Dans beaucoup de traditions africaines, gagner un conflit au détriment total de l'autre était considéré comme une défaite collective, car un groupe divisé devenait vulnérable face aux menaces extérieures. C'est pourquoi la réconciliation publique était souvent encouragée. On cherchait à restaurer les relations, pas seulement à régler le litige. Avec la colonisation, ces systèmes ont été profondément bouleversés. Les administrations coloniales ont introduit des systèmes judiciaires inspirés de l'Europe, souvent déconnectés des réalités locales. La justice coutumière a été marginalisée, parfois criminalisée ou intégrée de manière subordonnée dans les structures coloniales. On est alors passé d'une justice communautaire et réparatrice à une justice plus punitive et centralisée. Mais ça ne veut pas dire que les systèmes précoloniaux étaient parfaits. Ils avaient leurs limites, leurs injustices et leurs contradictions. Seulement, ils reposaient sur une logique différente, préserver l'équilibre du groupe, restaurer l'harmonie et éviter l'escalade du conflit. Finalement, comprendre comment les Africains géraient les conflits avant la colonisation, c'est aussi comprendre une philosophie profonde, celle d'une justice qui cherche d'abord à réparer plutôt qu'à briser, à réconcilier plutôt qu'à exclure et à maintenir l'harmonie collective plutôt qu'à imposer une victoire individuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.